Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Suréda. Sans oublier la question du jour et le débat avec la poursuite du sport malgré le confinement. Enfin, nous recevrons Marjorie Delassus, kayakiste et qualifiée pour les JO de Tokyo. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Désolé chers auditeurs pour ce léger problème technique avec la fin de l'émission de 19h et le début de l'émission Sportez-vous bien dès 19h jusqu'à 19h56 sur votre antenne et sur le YouTube de l'émission. Vous pourrez revoir les extraits toute la semaine sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, ça arrive, c'est du direct, c'est comme ça, c'est contre notre volonté bien évidemment, contre la volonté de Coraline aussi en studio et qui est à la réalisation de l'émission. Comment ça va sinon messieurs ? Ça va très bien et vous Jean ? Ça va mieux. Comment s'est passée cette semaine avec malheureusement le reconfinement ? Un petit peu particulier, dire qu'on s'y attendait pas, ça serait mentir, mais on s'adapte et on est quand même content de pouvoir venir faire de la radio ici et continuer à informer et à divertir nos auditeurs. Et justement, on parle de confinement et vous avez pu remarquer qu'il n'y avait pas Maxime Brossard et Lucas Serdi, qu'on laisse les plus vieux à la maison. Hein. C'est ce qu'on nous préconise à la télé et sur les génériques de protection dû au coronavirus. Ils ont été enfermés par leur conjointe, c'est surtout ça. Quoi. Voilà, ils n'ont pas choisi. Je vous ai fait plaisir, vous, hier, on va tout dire aux auditeurs, parce que mercredi avant le confinement, je suis parti avec Maxime à Naïou faire les boutiques et j'ai acheté mon premier maillot de rugby et il y avait une réduction dans la boutique du TFC. Il arrête jamais. Hein. Et j'ai acheté un maillot du TFC. Il va pas s'arrêter, j'avais pas compris ce qu'il allait me dire, j'avais absolument pas compris. Oui, mais très bien, vous vous intégrez, vous commencez à... au bout de 4 ans. Exactement. Ça commence à venir, hein. Bientôt il va aller dans le virage avec une croix occitane tatouée sur le biceps et puis voilà, il va aller chanter. Au final. 4 ans à Toulouse, premier maillot du TFC, enfin on va dire. Marek, comment ça va lundi 2 novembre ? Moi ça va, j'ai profité, avant d'aller se confiner, j'ai profité de la montagne ariégeoise pour aller cueillir des cèpes. C'est vrai ? Ouais, mais les ariégeois sont très radins, donc il y en avait presque plus là, tout était fini. Mais il faut savoir où aller aussi. Chou blanc, ouais, il faut. Ah, j'avais les coins. Il a pas les coins en fait. Si, j'ai les coins parce que vous êtes dans les coins. Mais il y en avait plus. Vous êtes passé après ? Ouais, je suis passé après. Vous savez à quoi ça ressemble quand même ? Oui, c'est gros, c'est rouge avec des points blancs, non ? C'est ça. Et on peut saluer Coraline et Kevin à la réalisation. Bonsoir Coraline, bonsoir Kevin. Le retour de Coraline, la semaine dernière Pau avait perdu, donc absent, mais Pau a encore perdu là ce week-end. Ouais, Pau a encore perdu, ouais, effectivement. C'était La Rochelle à Pau, effectivement, c'est pas nos amis quoi. Ouais, c'est rare quand vous gagnez là-bas. Non, là c'était à la maison le match, mais contre La Rochelle, c'est souvent très très compliqué. C'est rare quand ils gagnent tout court Pau. Donc, là en ce moment, les 10 premières minutes, on se flingue le match comme ça en fait. On est mauvais les 10 premières minutes. Et au foot, ça a été mieux ? On a gagné. Perdu, on a eu la première victoire il y a une semaine. C'était il y a une semaine ou 2 semaines. J'ai oublié la défaite de ce week-end. Il faut la fêter pendant un mois, celle-là. C'est pour ça. Voire un an. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Il y a beaucoup de coups de cœur, il n'y a que des coups de cœur et un coup de projecteur. Le coup de projecteur, ce sera bien évidemment sur le Tour de France, on en parlera tout à l'heure, mais je vais d'abord me tourner toujours vers Mehdi Guillonneau, parce que vous, c'est un coup de cœur et un coup de projecteur sur le vélo. On va parler de la Vuelta avec encore une belle perf ce week-end. Exactement, une belle perf française sur la Vuelta avec la victoire de David Gaudu sur la 10e étape de la Vuelta, voilà. Une arrivée au sommet où il est parti devant, il est parti dans une échappée où il y avait notamment Guillaume Martin aussi qui brille sur cette Vuelta puisqu'il a le maillot de meilleur grimpeur qu'il a bien consolidé aussi dimanche, donc les Français ça marche plutôt bien sur la Vuelta. David Gaudu, qui c'est ? On le sait, c'est quand même le premier lieutenant de Thibaut Pinot, si on se souvient du Tour magnifique de 2019, c'est quand même lui qui l'a amené notamment à sa magnifique victoire à Thibaut Pinot sur le Tour Malais, donc c'est vraiment le coéquipier numéro 1 de Thibaut Pinot en montagne.
Sur la Vuelta, normalement, il était venu pour être un leader et jouer le classement général. Sauf qu'il a été blessé sur le Tour de France, ça a un petit peu perturbé sa préparation. Et sur les 2-3 premières étapes du Tour d'Espagne, qui étaient un petit peu comme au Tour de France, c'est-à-dire qu'on démarrait directement avec des étapes de montagne, il n'a pas réussi à trouver le rythme et il a perdu un petit peu de temps, ce qui fait que là, maintenant, il peut se glisser dans des échappées pour viser tout simplement les étapes. Et il gagne sa première victoire sur un grand Tour à 24 ans. Et j'espère et on espère que ça va en amener d'autres parce que ça semble quand même le meilleur grimpeur chez les jeunes Français. Là. Timothée Rouvière. Oui, c'est vrai que David Gaudu, ça fait plusieurs années qu'il est sur la scène internationale, mais toujours en lieutenant Thibaut Pinot sur le Tour d'Espagne aussi. Il venait en tant que lieutenant de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot a dû abandonner après 2 ou 3 étapes. Et donc oui, comme le dit Mehdi, il a perdu du temps au général, mais ça lui permet d'être un peu plus libre, d'être un peu plus lâché par le peloton. Et on sait que ça a été très compliqué pour lui l'année 2020 avec l'abandon sur le Tour qui a été une terrible déception. Et là, c'est juste une superbe victoire qui va le consolider. Et pour Guillaume Martin aussi, c'est vraiment une belle chose. On a vraiment des Français qui ont été performants sur le Tour. Alors pas à la hauteur de jouer le classement général, mais qui ont été performants. Et Guillaume Martin qui fait 10 ou 12e sur le Tour. Et là, qui a le maillot de meilleur grimpeur pour l'instant sur le Tour d'Espagne. Donc des Français qui marchent bien et c'est plutôt agréable. Et on peut rappeler bien évidemment que le Tour d'Italie c'est fini il y a quelques jours et que Arnaud Démare a gagné le maillot cyclamen, donc c'est le maillot vert mais en Italie. On a des victoires françaises sur tous les grands tours cette année. Oui. C'est ça qui est beau. Justement, on parlait du Tour de France, on va en parler tout à l'heure. Il y a eu le Tour de France il n'y a pas longtemps, le Tour de France 2020. Il y a eu le Giro juste après qui a été à cheval avec la Vuelta. Quel est le niveau de la Vuelta cette année ? Le niveau de la Vuelta est supérieur normalement à celui du Giro, puisqu'en fait, tous ceux qui ont participé au Tour de France ont pu enchaîner avec la Vuelta. Parce que c'était pas possible d'enchaîner Tour de France et Giro puisque c'était beaucoup trop rapproché. Et il y a même des coureurs qui ont abandonné très tôt dans le Giro comme Vlasov pour aller faire la Vuelta. Exactement, et qui font maintenant la Vuelta. Donc je pense que au niveau du plateau, c'est le deuxième derrière le Giro pour cette saison. Hein. Je parle pas en termes de comment dire ça, de prix, c'est de prestige pardon. Mais sinon cette année oui, la Vuelta c'est quand même le deuxième plus relevé. Il y a Roglic. Il y a Roglic, il y a Carapaz, c'est Roglic, Carapaz, Dan Martin, et le quatrième va m'échapper évidemment, qui est en train de les gêner au classement général. Hugh Carty exactement, qui est un très bon coureur. Voilà, c'est c'est ce que je voulais dire, c'est le fait en fait qu'on ait le Giro, le Tour de France et la Vuelta qui soient rapprochés. Les gros leaders peuvent pas aller sur chaque course comme ils iraient sur une année classique, et donc ça permet de voir l'émergence de certains talents. On le voit avec Carapaz qui aurait jamais été leader sur le Tour de France, c'était Bernal qui était leader pour Ineos, et là qui performe. Bon, Roglic, on sait ce qui s'est passé, là il est en train de revenir, et moi le duel qui est entre Carapaz et Roglic là, il y en a un qui prend le maillot, l'autre ensuite le récupère le lendemain, puis l'autre le récupère le surlendemain. C'est assez excitant, donc plutôt content de cette Vuelta. Gardez la parole Timothée Rouvière, on va parler de rugby juste après, mais avant on va parler de Formule 1. Alors pour tout dire aux auditeurs, et vous savez que je dis tout aux auditeurs, bien évidemment que les coups de cœur et les coups de gueule sont donnés, me sont donnés par SMS ou sur le groupe WhatsApp de l'émission dans le week-end, et vous avez trouvé votre coup de cœur dès samedi dans la journée, après les qualifications du Grand Prix d'Imola, où Pierre Gasly a fini 4e. Tout bénef, il a gagné le Grand Prix d'Italie il y a quelques semaines maintenant, quelques mois même. Oui, quelques mois. Il est 4e sur les qualifications, donc coup de cœur. Mais que s'est-il passé ? Gasly a abandonné. Timothée Rouvière a oublié qu'il y avait un dimanche. Non, pas du tout. Mais le lendemain, Gasly est éliminé, mais c'est pas vraiment sur la perf du week-end, mais c'est une pas perf forcément sur globale. Ça. J'avais anticipé. Donc Pierre Gasly qui nous régale depuis le début de saison. Pour vous rappeler un petit peu la saison de Pierre Gasly, c'est 13 grands prix disputés, 8 fois dans les points, une victoire et un podium. Il est 10e au classement des pilotes, ce qui est une performance assez extraordinaire dans le sens où Pierre Gasly bénéficiait pas de la meilleure voiture. Devant lui, il y a les 2 Mercedes, il y a les 2 McLaren, il y a les 2 Racing Point, il y a les 2 Renault et il y a les 2 Red Bull, c'est-à-dire qu'il y a au moins 10 pilotes devant lui. Et à chaque fois, Pierre Gasly, c'est un pilote qui arrive à faire entre 4e et 8e. Il a fait encore 4e sur les qualifications, vous l'avez dit. Moi, c'est plutôt un coup de gueule contre la décision de Red Bull. Donc, pour recontextualiser un petit peu, il a été sélectionné en 2019 pour piloter une Red Bull. Il a été recruté par Red Bull, qui est l'une des plus grosses écuries du deuxième, on peut se le dire à peu près. Qui est l'écurie supérieure à laquelle il était, c'est-à-dire que les deux écuries font partie de la même entité. Voilà, il est dans Toro Rosso et Red Bull, c'est la même entité. Et en gros, Toro Rosso, c'est l'équipe 2 en gros de Red Bull. Il est en équipe réserve. Voilà, il était en équipe. Donc, il a été projeté sur le devant de la scène. Donc
Donc bon, un petit peu trop tôt, diront certains observateurs. Selon Red Bull. Mais voilà, selon Red Bull, mais au bout de 6 mois, il a été rétrogradé et c'est Alex Albon, donc le pilote qui était en réserve, qui est monté chez Red Bull. Mais là où ça me pose problème, c'est que Pierre Gasly il a fait d'excellents résultats, il a notamment décroché une victoire, on l'a dit tout à l'heure, et Alex Albon à côté ne fait rien et même est c'est la battu par voiture son qu'il a. coéquipier de plus d'une seconde sur les qualifications et même il s'est fait prendre un tour lors d'un Grand Prix et il est battu par Pierre Gasly avec une voiture qui est quand même moins performante. Donc moi je comprends pas la stratégie de Red Bull de couver Alex Albon et de pas faire remonter Pierre Gasly qui a pu un petit peu voir ce que c'était le très haut niveau et avoir de bons résultats et gagner en confiance et là on lui donne pas sa chance. Moi je comprends pas la stratégie de Red Bull et pour Pierre Gasly c'est dommage en fait parce qu'il mériterait. Est-ce que c'est de la fierté de la part de Red Bull de ne pas le rappeler? Non, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses, je vais être très cynique, mais Albon il est thaïlandais. Je pense aussi. Et Red Bull, il y a beaucoup de marchés en Thaïlande, etc. Et je pense que ça joue aussi là-dessus. Après, une chose, vous l'avez dit, Pierre Gasly a été un échec de toute façon chez Red Bull. Donc qu'ils le reprennent pas, à la limite, moi ça me dérange moyennement. Mais si c'est pour garder Albon, effectivement, là, moi je comprends pas. Si c'est pour en prendre un autre, sportivement, effectivement, il faudra en prendre un autre, que ça soit Albon. Gasly a déjà été un échec. Sachant pourquoi que pas le numéro 1, on est tous d'accord. C'est Verstappen. Il y a rivalité avec les Mercedes. Mais voilà, si c'est pour Albon, à mon avis, il n'y a qu'une question de business là-dessous. Et parce qu'effectivement, sportivement, ça ne tient pas la route. Oui, de toute façon, on voit qu'il y a beaucoup de business dans le sport. Un Stroll aussi, c'est son père qui tient Racing Point. Donc c'est pour ça. Et juste pour terminer sur Gasly, c'est dommage parce que c'est un pilote qui est prometteur, qui est entreprenant, qui a le goût du dépassement, qui a une conduite spectaculaire. Et est-ce qu'il est condamné à rester ça va s'appeler maintenant. Donc ça s'appelle AlphaTauri, ça va changer de nom l'année prochaine. Oui. Est-ce qu'il est condamné à rester AlphaTauri? Je ne sais pas, mais c'est dommage. Est-ce qu'il peut partir sur un autre concurrent? Alors peut-être pas Ferrari, mais pas Mercedes, on est d'accord. Mais il y a Renault qui c'est ce que j'allais dire. Il y a Renault qui est là, un Français chez Renault, ce serait quand même pas mal, quoi. En attendant qu'Alonso revienne l'année prochaine chez Renault à 39 ans, il va pas non plus conduire peut-être pendant 4-5 ans cette Renault. Gasly vient de re-signer un contrat, pourquoi pas à la fin du contrat, une petite doublette française chez Renault avec Ocon. On verra ça et on en parlera bien évidemment dans l'émission de Sportez-vous bien. Et Gasly, on en avait parlé bien évidemment durant l'émission il y a quelques mois lorsqu'il avait gagné le Grand Prix, une première depuis 24 ans Jean Alesi à l'époque. Pour un Français. Je me tourne vers vous, Marek Keita, et on va parler de baseball. On va même exceptionnellement, je vous ai autorisé à dire un petit mot de politique. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les élections présidentielles et le baseball. Vous allez tout nous expliquer. Voilà, vous allez voir, c'est lié. En fait, donc oui, Maxime Rossard nous parlait il y a 2 semaines des World Series. Il s'agit de la finale de la Ligue majeure de baseball qui oppose les vainqueurs de la Ligue nationale aux vainqueurs de la Ligue américaine. En gros, c'est l'Ouest contre l'Est. Pandémie oblige, ces séries se sont déroulées la semaine dernière en zone neutre pour la première fois au Texas à Arlington. Et mardi dernier, ce sont donc les Los Angeles Dodgers qui l'ont emporté 3-1 au match 6 contre les Tampa Bay Rays. Ces dernières années, les Dodgers s'étaient ratés dans la course au titre. En 2017 et 2018, ils s'étaient inclinés en finale face à Houston puis Boston. Mais là, ça y est, la franchise californienne elle a décroché le 7e titre de son histoire. Et celui-là, il est important parce qu'il s'agit du premier depuis 1988. Ça met un terme à 32 ans d'attente. Une victoire aussi d'autant plus importante pour la ville de Los Angeles, puisque ça arrive 2 semaines après que les Lakers aient remporté aussi leur titre en NBA. Alors, Jean, vous parliez d'un lien entre le baseball et les élections. Oui, parce qu'en fait, le baseball, c'est le sport national aux États-Unis. Et parce qu'il y a les élections dans 2 semaines. Dans une semaine, voilà. Une semaine, pas. Pardon, demain. Oui, c'est demain le résultat. Et oui, fait bugger, c'est demain. Des élections américaines. Oui, sont demain. Le premier mardi du mois de novembre. C'est le mardi qui suit le premier lundi. C'est très compliqué. Le premier lundi du mois de Bon, novembre. c'est demain en tout cas. Voilà, donc tous les cas, les World Series, c'est fin octobre et du coup, c'est début novembre pour les élections. C'est très rapproché. C'est pourquoi cette victoire des Dodgers, en fait, elle suscite de nombreuses interprétations. C'est une façon aux États-Unis de pronostiquer un peu les résultats de l'élection de demain parce que pour certains, Trump serait réélu parce que la dernière fois que les Dodgers ont remporté les World Series, c'était une semaine après, un républicain aussi passé à la Maison-Blanche. C'était Ronald Reagan, un personnage aussi, un ancien acteur de télévision. Voilà, des similitudes avec Trump, c'est assez rigolo. Et sachant que l'élection de Trump aussi aurait des conséquences sur le sport, pour revenir, parce que, on le sait, le mandat du président de la Maison-Blanche
a été souillé par de nombreuses sportifs. Ça a été entaché. Toutes les affaires Black Lives Matter avec Copernic, tout ça, on en a déjà parlé. Voilà. Donc, c'est bien, ça fait bizarre d'entendre parler de baseball autre que par. Oui. Il a tapé fort dans la batte, Maxime Brossard. Voilà, quoi. C'est pas la même chose, ça nous parle un peu politique, tout ça. Maxime Brossard, écoutez ce que dit Marek Keita, ça peut être inspirant. L'imitation de Mehdi Guillaume sur Maxime Brossard, exceptionnel. On salue Maxime Brossard, bien sûr, qui nous écoute et qui sera de retour la semaine prochaine. Et on verra les élections présidentielles américaines dès demain, pas dans 15 jours. J'ai dit dans 15 jours parce que vous m'avez dit il y a 15 jours, Maxime parlait du baseball, donc on verra ça dans 15 jours. Je me tourne vers vous, Mehdi Guillaume. Encore une fois, on va toujours parler de vélo, mais là c'est un coup de projecteur parce que hier a eu l'officialisation du calendrier, si je puis dire, du parcours, c'est mieux, du Tour de France 2021. On vient de finir le 2020 et on va déjà sur le 2021. Exactement, c'est assez traditionnel qu'on annonce aux alentours de fin octobre, début novembre le parcours du Tour de France avec Monsieur Prudhomme, le patron du Tour. Voilà, donc c'est un parcours beaucoup plus classique que les années précédentes, avec une première semaine sans montagne, contrairement à cette année. Le retour du contre-la-montre avec pratiquement 60 km de contre-la-montre, et surtout pour nous dans le sud-ouest, la part belle aux Pyrénées, c'est-à-dire que les étapes reines seront dans les Pyrénées, ou en tout cas le dénouement se fera dans les Pyrénées, puisque ce sont les étapes de la dernière semaine qui seront par chez nous, avec notamment le 10 juillet Carcassonne-Quillan, le 11 juillet Serré-Andorre-la-Vieille, Pas-de-la-Case-Ségonès le 13 juillet, l'étape du 14 juillet qui est toujours très importante sur le Tour de France, où on attend une victoire française, il me semble, depuis David Moncoutier. Muret, elle partira de Muret, donc près de Toulouse, et ira à Saint-Lary-Soulan au col du Portet, qui est très 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 compliqué à monter. Et enfin le 15 juillet, la dernière étape de montagne où normalement les grimpeurs, ça sera la dernière étape pour les grimpeurs, et faire un petit écart avant le contre-la-montre à Saint-Émilion. Elle partira de Pau, cette étape, et ira jusqu'à Luzardiden, avec notamment un passage par le Tourmalet. On va tout dire pareil aux auditeurs, je dis tout aux auditeurs, enfin dans ce qui est possible de dire bien évidemment. Il y a eu débat hier sur le groupe WhatsApp, pareil, de Sportez-vous bien, entre Coraline et Mehdi. Ça tombe bien, vous êtes là les deux, Coraline et Mehdi. Exactement. Sur la difficulté de l'étape, enfin des étapes de Pyrénées. C'est bien ça, Coraline, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez, vous, vulgairement parlant. Elle a dit que c'était trop facile, je vais lui envoyer avec un vélo même électrique dans le col du Portet, elle va voir. Vulgairement parlant, vous avez dit que c'était presque trop facile. Pour moi, ça ne reflète pas les Pyrénées, la dureté de ce massif vraiment compliqué en France, et ça ne reflète pas la dureté des Pyrénées. On a le Tourmalet, certes, mais on n'a pas d'Aspin, on n'a pas de gros col à part le Tourmalet, en fait. Luzardiden, c'est très dur, et le col du Portet, sachez qu'il est craint par les coureurs. Ça va, hein. Il est vraiment très craint par les coureurs. Hein. On a eu par le passé en fait des étapes où il y avait 3-4 cols hors catégorie dans une étape. Alors c'est des étapes assassines, mais c'est des étapes quoi. C'est des étapes où tout le classement général se joue là quoi au final. Timothée Rouvière. Après moi je pense que c'est un peu un Tour de France, c'est un tracé en trompe-l'œil. Parce qu'on dit il y a beaucoup de pièges. Voilà, il y a beaucoup de pièges. On dit ok, les Pyrénées, voilà, c'est pas les meilleurs sommets qu'on peut attendre, mais il y a quand même la double ascension du Ventoux qui va faire très très mal. Bon, c'est sûr qu'au niveau des Français, ça va être un peu compliqué. Je pense pas que c'est l'année prochaine qu'on aura encore un vainqueur français, parce qu'il nous faut tout simplement un coureur complet qui est bon en contre-la-montre avec 58 km de contre-la-montre. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'on peut avoir des surprises. Thibaut Pinot, non? Thibaut Pinot, même pas sûr qu'il avec le fasse. la malchance qu'il le tient, je suis même pas sûr qu'il le fasse. Je vais vous garder la parole, Timothée Rouvière. Encore une fois, on va changer de rugby, de sport. On va parler de rugby, bien évidemment. On va parler quand même de la belle performance globale du tournoi Destination qui s'est passé sur 10 mois. Mais la France a terminé deuxième du tournoi Destination. Victoire samedi soir contre l'Irlande. Meilleur classement depuis 2011. C'est un tournoi de destination un peu particulier parce qu'il s'est étendu sur 7 mois quand même. 7 mois, Parce que le dernier match c'était contre l'Écosse juste avant la pandémie de Covid-19, et là c'était samedi. Jean Dissa, il a été confiné 3 mois de plus, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pour ça qu'il a étendu la 10. Excusez-le. Une belle victoire de l'équipe de France avec du jeu, avec un bonus offensif. Donc oui, il n'y a pas la victoire au bout, il fallait gagner 31 points, c'était un petit peu compliqué contre les Irlandais qui sont quand même demi-finalistes de la Coupe du Monde. Mais une belle équipe, une équipe jeune avec une charrière qui fait plaisir à voir, 100% toulousaine. Antoine Dupont, Romain Tamac, des lignes arrière qui entreprennent, devant c'est solide, et surtout on sent qu'il y a une osmose dans cette équipe et un état d'esprit, quelque chose qui se crée. Donc c'est vrai qu'on le dit régulièrement, mais c'est vrai que pour une jeune équipe comme ça, avec une moyenne d'âge aux alentours des 24-25 ans, qui accroche quand même des grosses nations européennes,
et qui fait plaisir à avoir joué. Il y a quand même 7 millions de téléspectateurs devant le match, donc confinement oblige bien évidemment, mais le fait de voir cette équipe de France qui joue, qui se fait des passes, qui joue dans l'avancée, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, et les comparaisons pleuvent depuis quelques jours, donc content de voir cette équipe de France performante en tout cas. Mehdi Guillaume, vous êtes d'accord avec ça? Ça fait du bien de voir la France gagner, et gagner avec beaucoup d'essais, pas à l'arrache, mettre 40 points aux Gallois la semaine dernière, c'était pas le tournoi destination, mais on met 40 points aux Gallois, là on en met plus de 30 contre les Irlandais, on avait battu les Gallois au tournoi destination, les Anglais au tournoi destination, c'est bien là. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part effectivement savourer à fond ce genre de victoire contre le Pays de Galles, l'Irlande au Pays de Galles aussi, c'était en février ou en mars pendant le tournoi. Il faut à tout prix les savourer parce qu'on n'en profitait plus de ces performances-là. Mais d'un autre côté, il faut garder dans un coin de la tête que le Pays de Galles, c'est vieillissant, ça va beaucoup, beaucoup changer. L'Irlande, ça va être un petit peu la même chose. Voilà, ça aura beaucoup changé d'ici la Coupe du Monde 2023 chez nous. Et ça ne sera pas les mêmes adversaires. Et nous aussi, on est sur un début de quelque chose, on est sur un début de construction. On ne sait pas ce qui peut arriver, je ne sais rien, moi. Dupont qui se blesse à quelques mois de la Coupe du Monde, des choses comme ça. Mais voilà, il faut garder dans un coin de notre tête que ce n'est que le début de cette construction-là, mais il faut quand même en profiter. Moi, je pense qu'il y a ces deux paramètres à prendre en compte. Timothée Rovère, pour conclure. Et surtout, voilà, les matchs qu'on gagne là contre l'Angleterre ou contre le Pays de Galles et l'Irlande, c'est des matchs qu'on perdait avant. On disait toujours des défaites encourageantes ou des victoires à l'arraché, mais là, c'est des victoires avec la manière et le retour du French Flair, j'ai envie de vous dire. Merci messieurs, on va passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. On avait parié sur Rodez-Auxerre, il y avait 2 partout, c'est simple, il y a eu 2 partout, il n'y avait que 2 matchs nuls. Félicitations à Kevin pour le 0-0, à Maxime pour le 1 partout. Sinon Marek avait dit victoire de Auxerre 2-1, Lucas avait dit 1-0, moi j'avais dit 3-1, donc c'est Maxime et Kevin qui remportent les points, 2 points pour Kevin, 2 points pour Maxime. Le Zoom de la semaine, on va rester dans la région, on va rester dans le foot, on va partir de la région, mais on va toujours parler d'un club d'ici, c'est le TFC, on va rester dans le football parce que ce soir, Toulouse se déplace à Amiens à 20h45 chez nos confrères de beIN Sport. L'occasion énorme de passer pour la première fois de la saison devant Sochaux. Exactement. Alors là, j'aurais pas pu. Je m'y attendais pas du moi tout, non plus. Vraiment. Alors quel magnifique lancement, j'en suis je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Mais voilà, le TFC effectivement se déplace à Amiens ce soir. Amiens est 12e, le TFC 11e. Il y a un point d'écart entre les deux équipes. C'est les deux relégués de la saison dernière. Donc c'est censé être deux grosses écuries de la Ligue 2. Le TFC est sur une très 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 bonne dynamique. 6 matchs sans défaite, on n'était plus du tout habitué à ça aussi au TFC. C'est un peu comme l'équipe de France de rugby, il faut savourer mais rester attentif et se regarde, c'est un petit peu la même chose. Là, je crois que l'équipe de France de rugby. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, et c'est un petit test, voilà, pour affirmer son ambition. Et c'est surtout que cette victoire, elle permettrait de revenir 5e à 2 points de la deuxième place, de passer devant le FC Sochaux bien entendu. Mais bon, ça on se fait pas de soucis pour la fin de saison. Mais voilà, attention, et de poursuivre. Sochaux finit devant Toulouse. Non, mais de poursuivre sur cette dynamique et de se rapprocher des places et de se dire effectivement au moins jusqu'au bout on sera dans la course. Et je pense que c'est un match qui peut être révélateur de tout cela. Et puis de toute façon après la saison est longue, mais je pense que ça peut être révélateur de tout ça. Le Paris FC a l'air parti devant, et même si on verra si ça tient. Attention à Grenoble qui a 2 matchs en moins, et à New York qui a un match en moins contre Grenoble aussi. Donc mais Toulouse Junior bientôt et les battra, donc on mettra tout ça de côté. Donc voilà. Et Amiens après, c'est une équipe qui va beaucoup mieux, qui avait très très mal commencé. Oui. Alors je vais dire un petit peu comme nous, mais qui a changé de coach depuis 2 matchs. Luca Elsner, qui était déjà là en Ligue 1 est parti, a été remplacé par Oswald Tanchot, et effectivement les 2 matchs du nouveau coach ont été soldés par 2 victoires. Donc attention à cette équipe d'Amiens, je pense parce que ça va être un bon match bien acharné comme il faut en Picardie. On espère bien que le TFC répondra présent et passera devant le FC Sochaux. On va pouvoir parler des pronostics. Je me tourne vers vous, Marek Keta. Amiens, Toulouse, ce soir 20h45 chez nos confrères de beIN Sport. Bah écoutez, un petit Toulouse, victoire, un petit 1-0. 1-0 pour Toulouse. Timothée. Je vois un match accroché mais avec quelques buts. 2-1 pour Toulouse. 2-1 pour Toulouse. Kevin. 1 partout. Très optimiste, le Kevin, fameux, comme toujours. Ouais, c'est ça. La sécurité, le match nul. C'est la plat du pied, sécurité, match nul, sécurité pour les paris. Mehdi. Non, pas mieux, 1 partout, ouais. 1 partout pour Mehdi également. Match du lundi soir, en général, il n'y a pas beaucoup de buts. C'est vrai. Coraline. 1-0 pour Toulouse.
Et moi, je vois une victoire large de Toulouse. Et c'est bizarre, mais je vois 3-1 pour Toulouse. Ah oui, quand même. Je vais voir Vous un lâchez très pas large, votre 3-1 pour Toulouse. Je vois le TFC passer devant Sochaux, avoir la grosse tête et finir relégué en national à la fin de la saison. Bien Je sûr. vous taquine bien Non, évidemment. non, vous inquiétez pas, il y a Pau qui finira derrière. Merci messieurs, place à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. La question du jour est chaque semaine une question aux chroniqueurs. Ils ont 4 minutes pour y répondre. La question elle est très simple. Qu'a fait Kenneth George Aston dans sa vie? Est-ce que c'est un Un sportif de haut forcément, niveau. Alors, forcément. Sportif ou entraîneur? C'est un sportif, C'est considéré un comme sportif. sportif. Il est encore de notre monde. Il est Mais ça décédé sonne. malheureusement le 23 octobre 2001. C'est un Américain. C'est un Britannique. Britannique. Est-ce que il fait un sport collectif? Sport collectif, oui. Ça sonne cricket, ça, non? Pas du tout. Est-ce que ça sonne football? Ça sonne football. Ok. Est-ce Vous que pouvez répéter le nom? Kenneth George Kenneth Aston. George Aston. George Aston. Aston. Ok. Donc, donc on a C'était décédé, britannique. Est-ce que c'est un Football. joueur de foot Un qui joueur jouait de dans les rugby. années, on va dire, 60-70 en Angleterre? Il était dans les années 50-60. À 50 Ah, mais c'est un joueur de foot? Non, ou- même pas. 40-50, pardon. C'est un joueur de foot Ah ou pas? ouais. Il est né en 1915, donc bon. Ah oui, est-ce que d'accord. c'est un joueur qui joue dans un des clubs du Big Four ou du Big Five en Angleterre? Non, il ne jouait pas dans le Big Four. Est-ce que c'est une performance en club qu'on cherche ou une performance en équipe nationale? Est-ce que c'est une performance qu'on cherche tout court? C'est- peut-être une performance Alors, c'est pas une individuelle. performance qu'on cherche. C'est qu'a fait Kenneth George Aston. Ça a été. Il a fait. Est-ce que c'est quelque chose de sportif ou est-ce que c'est quelque chose d'extra sportif? Ah Extra sportif, d'accord. Il y a un lien entre les deux. Est-ce que c'est le premier buteur de l'après-guerre en Angleterre? Du tout. Non. Ouais, on essaye, hein, je sais Ouais, pas on du tout. essaye. Vous avez compris que c'est le premier à avoir fait quelque chose. 40-50. Ouais, Oui, il a joué il a été du monde professionnel entre 40 et 50. Est-ce que c'est peut-être le premier joueur qui a marqué de la tête ou du pied gauche Du ou- tout. C'est le premier buteur de la anglais main. dans une phase finale. Du tout. Et je salue Il mon était pa- international anglais? Et je salue mon parrain. qui- International anglais? Pas trouvé. International anglais, non. Arbitre? Ah. Est-ce que c'est le premier arbitre d'un match C'est officiel en l'arbitre- Angleterre? Non, de la Non. Ligue des Champions. C'est le Non. premier. Ah non. De la Coupe d'Angleterre. C'est le- Non. De la Coupe de la Ligue en Il Angleterre? nous reste 30 secondes, messieurs. C'est le premier arbitre à avoir donné un carton. Un carton rouge. Alors, Un carton non, jaune. mais on se rapproche. Premier arbitre à avoir exclu, Avoir exclu un entraîneur, avoir exclu un joueur, Non. avoir exclu Non. une On supportrice. se rapproche, mais c'est pas le bon terme que vous me donnez. Avoir blessé lors d'un match, avoir peut-être? été licencié, Non. Ah, c'est blessé lors d'un match. Non. Il vous reste 10 secondes, messieurs. Et je C'est le sens premier que joueur je- expulsé de l'histoire anglaise. Non. Ah non, il est arbitre en soi. C'est le Alors premier joueur qui a pris un carton dans l'histoire d'Angleterre. Non. Toujours pas. C'est le Toujours premier pas, arbitre toujours pas, à toujours pas pas, avoir fini toujours un pas. match. Et non. Et messieurs, j'ai gagné. C'est terminé. Il a inventé tout simplement les cartons jaunes et les cartons rouges. Oh. D'accord. En 1966, lors de la Coupe du Monde, il est responsable de la désignation Ah des oui, donc arbitres. le fait qu'il ait joué dans les années 50-60, on s'en fout quoi. C'était- Il a été arbitre dans les années 50-60. D'accord. Après, Mais il a, comment été, ça il a été responsable de la désignation des arbitres pour la Coupe du Monde 66, 70 et 74. Ce qu'il se passe. Après le quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine. On lors de comprend la- mieux pourquoi l'Angleterre a gagné. C'est celui qui a mis ça en place. Après le quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine lors de la Coupe du Monde 1966, la presse rapporta que l'arbitre allemand Rudolf Kretlen avait averti les joueurs anglais Bobby et Jack Charlton et expulsé le joueur argentin Antonio Ratin. Mais la décision de l'arbitre n'avait pas paru claire et le sélectionneur anglais Ramsey demanda des clarifications à la FIFA. Cet incident poussa donc notre Kenneth George Aston a trouvé un moyen pour rendre la décision des arbitres claire tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Il réalisa qu'un code couleur basé sur le même principe que les feux routiers, c'est-à-dire jaune, attention, rouge, on arrête, serait compréhensible par tous, indépendamment de la langue. Donc Quel il a inventé génie. le carton jaune Il est bon. et le carton rouge. J'ai gagné, messieurs, c'était une bonne petite question. On n'était non pas loin quand même. Hein. mais vous l'avez frôlé, mais Oui, on vous l'a avez perdu effleuré. beaucoup de temps en disant que c'était un footballeur. Est-ce qu'il a joué? Est-ce que ça a été C'était un frôlé arbitre. Vous avez- Voilà. Alors qu'au Attendez, mais final- ça veut dire qu'il n'y avait pas de carton jaune ou carton rouge avant. Bah, on va croire que là, à vous croire- m'apprenez un truc. En fait, parce que- Non, mais il y a et- plein de vrais et ce qui qui- sont ce arrivés qui- très tard, Ce qui hein. me paraît bizarre, Mais c'est que ça, c'est il me très tard. semblait C'est que vraiment, voilà. le foot a commencé fin des années 1800 et en fait, on a les cartons 60 ans Le plus tard. Ouais, C'est ça ouais, Il y a- qui- ça, il y a eu vous des voyez, pour moi, évolutions. c'était un acquis. Ouais, mais vraiment dans le assez foot, il y a eu précoce. des évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les années 50, 60, 70 jusqu'à 80. Et nous, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'évolution. Et
Il y a eu des petites évolutions maintenant, avec notamment par exemple les 6 mètres qui n'ont pas besoin de sortir de la surface, les coups d'envoi qui n'ont pas besoin d'être joués à 2. Mais ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'arrangement comme ça, quoi. Et le foot était resté entre guillemets statique sur ses règles depuis des années. D'ailleurs, c'est un sport qui n'a pas besoin d'être beaucoup changé. C'est vrai. Justement, c'était pour parler des arbitres, mais voilà, on voit qu'il y a la VAR aussi. Il y a une grande évolution sur l'arbitrage. On ne vous dira pas ce que Jean Sureda dit des arbitres sur les groupes WhatsApp. Oui, mais ils en prennent pour leur grade. Mais vous m'avez donné raison. Mais une petite anecdote sur un arbitre en Écosse où la VAR en fait a confondu le crâne d'un arbitre avec le ballon, ce qui est totalement c'est absurde. Et à chaque fois, elle suivait le ballon pendant le match, et en fait la caméra revenait sur l'arbitre assistant qui était chauve, mais sa tête par rapport à l'angle était sur la pelouse. Donc en fait à chaque fois le logiciel confondait le ballon et le crâne chauve de l'arbitre assistant. Et ça repartait tout le temps sur l'arbitre alors qu'ils étaient à l'autre bout du terrain en train d'essayer de marquer. Donc c'est voilà, très belle anecdote de Timothée Rouvière. Merci messieurs, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec le débat de la semaine. Here I go again. We just keep on repeating. Here we go again. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. Locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting up. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else. Stuck up in the middle, in between you and I. Maybe just a little bit to get me by. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. Locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting up. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else. Dance. You know me like no one else. You know me like no one else. I don't know. Sportez-vous bien. Le débat. En confinement depuis vendredi, la France doit faire face à un nouveau coup dur avec la nouvelle montée du Covid-19. Contrairement au confinement de mars-avril, les établissements scolaires sont ouverts et le sport de haut niveau continue. Un choix sur la continuité du sport qui peut faire débat. Justement, messieurs, ça va être le nôtre ce soir. Est-ce normal que le sport professionnel, le sport de haut niveau, continue pendant le confinement? Timothée Rouvière. Oui et non. Marek Keta. Allez, oui. Et Mehdi Guillonneau. Oui. On est d'accord, messieurs, vous oui et non, pourquoi le oui non? Qu'est-ce qui vous fait hésiter un petit peu? Ce qui me fait hésiter, alors tout simplement parce que le sport professionnel permet de divertir les gens.
C'est la fonction première du sport. Donc, je pense que dans une période actuelle très très compliquée au niveau du moral, c'est important de conserver le sport. Mais après, je ne comprends pas pourquoi le sport professionnel qui a énormément de moyens est maintenu alors que le sport amateur n'est pas maintenu. Donc je pense que la réponse c'est parce que le sport amateur c'est un peu plus compliqué à gérer en termes de mesures sanitaires, en termes de restrictions et tout simplement parce qu'on interdit aux gens de sortir, donc pourquoi ils pourraient aller faire un entraînement de foot. Mais je comprends aussi leur énervement et leur lassitude quand on leur dit ok, les professionnels du PSG ou les professionnels de manière générale peuvent continuer à jouer, par contre vous ne pouvez pas. Vous êtes d'accord avec ça, Mehdi, ou pas? Bah, en fait, non. Juste les professionnels, c'est leur travail. Les gens qui peuvent travailler, moi, je peux aller travailler en tant qu'animateur dans un clavier. Nous sommes là, nous sommes en studio. Voilà, à partir du moment où on travaille, eh ben, on peut y aller. Quand on va dans une association, moi aussi, je suis éducateur. Honnêtement, je sais pas comment le dire, mais ça me prend un petit peu ça me fait chier de pas aller, excusez-moi pour les mots, j'en suis là, mais de pas aller entraîner les gamins, de pas passer du temps avec les gamins, même moi de pas jouer en foot loisir, etc. Mais je le comprends puisque on ne peut sortir que pour travailler et les joueurs professionnels, que ce soit du rugby, du foot, du volley, du handball, etc. Ben, c'est leur travail, donc ils vont travailler comme les autres le matin à l'entraînement et ils vont jouer au foot le week-end comme les autres aussi. Mariquetta. Après, d'un autre côté, ça dépend aussi le sport. Mais vous voyez, en ce moment se déroule le Paris-Bercy. Donc tournoi de tennis. Je vois pas pourquoi des types qui tapent une balle à 10 mètres l'un de l'autre dans un stade vide pourraient jouer et pas et qu'un tournoi ne puisse pas se jouer en extérieur, en amateur, dans le respect des gestes barrières. Moi, c'est ça qui me choque plus que... Il pourrait y avoir une formule adaptée à certains sports, quoi. Pour les sports de salle, ok, je veux bien qu'il y ait débat. D'ailleurs, on devrait avoir dans les prochaines heures, ou alors je sais plus, c'est demain notamment pour la Jeep Elite, des réponses. Le basket français. Le basket français. Je crois que c'est demain les réponses qui vont être apportées par la fédération. Parce que tous les matchs ont été reportés ce week-end. Voilà. Et d'ailleurs, Pau doit jouer demain soir. Paula Cortez doit jouer demain soir. Devrait jouer demain soir. Et on verra bien évidemment l'évolution et les décisions prises par la fédération française de basket. Il faut s'en tenir à ça. Voilà, si on commence à faire des exceptions aussi, effectivement, ça dépend des sports. C'est pas la même chose quand on joue au ping-pong ou au tennis que quand on joue au rugby, les contacts physiques, etc. par rapport au Covid, etc. Voilà. Mais à un moment donné, il faut poser une limite. Et ces gens-là, quoi que certains puissent en dire, eh ben, c'est leur travail. Et ouais, on peut vivre du sport, on peut travailler avec le sport. Et puis il y a aussi une chose, c'est que avec le sport professionnel, il y a des emplois derrière. Voilà, il y a beaucoup de clubs qui font travailler du monde. Au TFC, je sais pas, 50, 100 employés, je sais pas combien il y en a. Au FC Sochaux, c'est pareil. Et en fait, si on arrête tout ça, si les clubs se cassent la gueule, on perd effectivement ces emplois-là. Ils considèrent que dans des associations, c'est pas la même chose. Même si on commence à dire qu'il y ait des clubs qui puissent mettre la clé sous la porte dans des associations, etc. Mais franchement, il faut poser une limite quelque part, et si on commence à accorder des trucs à droite à gauche, je sais pas où on va, quoi. Est-ce qu'on peut dire que le sport finalement est essentiel sur le plan social? Ça rassemble beaucoup, ça donne beaucoup d'émotions. Nous les premiers, on a qui n'a pas pleuré de joie ou de tristesse devant un événement sportif et économique. Il vient d'en parler, Mehdi Guillaume. Est-ce que c'est essentiel finalement le sport dans la société aujourd'hui, Timothée Rouvière? Moi je pense que oui, d'un point de vue purement divertissement. Le sport est essentiel autant que le cinéma, le théâtre. Et il faut voir excusez-moi de vous couper, il faut voir la programmation de télé. Il n'y a pas un jour où sur une chaîne de TNT, éventuellement Beansport, on va les citer, Beansport, RMC, Canal et Téléfoot. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un match ou une rencontre sportive. Donc c'est vrai que ça prend une place énorme. C'est vrai que le sport est un énorme divertissement. Mais après, il y a des gens, ils ont des émotions et ils sont divertis autrement qu'en étant devant la télé. Ils sont divertis quand ils vont jouer en faisant du sport, quand ils vont jouer avec leurs copains, quand ils vont faire du foot par exemple. Donc moi, je comprends pas en fait pourquoi on prive ces personnes de divertissement. Si c'est comme ça qu'elles se divertissent, pourquoi on est obligé de leur priver? Donc d'accord, il y a des emplois, d'accord, c'est leur métier, mais au bout d'un moment, non, il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Et il y a plein de petits clubs qui vont mettre la clé sur la porte, et là où on parle... S'ils le mettent sur la porte, ça va. C'est la porte. Il y a plein de clubs qui vont mettre la clé sur la porte. J'ai perdu toute crédibilité dans mon explication. Excusez-moi, Timothée. Mariquetta. Non, mais là, je vais parler d'un truc pas drôle, mais c'est vrai que le nombre déjà d'adhésions, les clubs amateurs sont ils perdent du monde. 4,5 millions d'adhésions en moins. C'est ça. Et les parents demandent souvent les remboursements de licence. Enfin, je sais pas vous,
vous, Mehdi, dans votre club, mais moi, dans le mien, il y a les parents qui demandent. oui, que je trouve potentiellement, très bien. oui. Bon, bref. moi aussi, mais. Mais oui, mais c'est normal. Regardez, sur 17 millions de licenciés, Timothée vient de le dire, c'est 4,5 millions. C'est un quart carrément qui n'ont pas renouvelé leur licence en ce début d'année. Donc les clubs sont en train de mourir à petit feu, tandis que bon, après voilà. Et ce qui est énorme, Il y a des sports très impactés, notamment le rugby. Et même si on va, très et même- impacté. et même de si- prendre leur- messieurs, même si on va plus loin, il y a des licences en moins, donc des moyens en moins, une entrée d'argent en moins, sans compter les buvettes et tout qui peuvent faire vivre des petits clubs. Dans 3 ans, il y a les Jeux Olympiques en France. C'est ça aussi, il y a les Jeux Olympiques en France dans 3 ans, il y avait un plan hyper ambitieux du gouvernement par rapport à ça. Enfin, on dit que On va pas rentrer dans la politique. Bon, on a on fait ne une rentre émission pas, en politique, tout cas. on peut la refaire. Enlever le ministre des Sports à 3 ans des Jeux Oui. Olympiques, je pense qu'on C'est peut en autre chose parler après. aussi. c'est autre chose. Mais après, il y a Le énormément... mettre sous tutelle. Le mettre sous C'est- tutelle, c'est c'est ça la presque, différence. encore plus vexant. Quoi. Mais après, Enfin, bref. on dit que c'est extrêmement important dans cette période de crise sanitaire de faire du sport. Et de l'autre côté, on donne aucun moyen à ces clubs qui vont mourir à petit feu. Après, on dit aux gens faites du sport. Mais il y en a, ils ont besoin de faire du sport et ils font du sport grâce au club. C'est aussi un esprit le sport. Et si on perd ce sport amateur et il n'y a pas d'aide, et ben l'esprit c'est plus sportif et français, on- il n'existe plus. On parle souvent du sport amateur en difficulté, mais le sport professionnel est en difficulté aussi. Oui, Le enfin, foot, le rugby avec les droits télé, ils sont ok. ils sont tranquilles. Oui, le rugby, Mais quand pas sûr. la semaine dernière, et encore pas sûr, la semaine dernière, pour les auditeurs, rappelez-vous, on a reçu l'entraîneur des Spacers, Stéphane Sapinard. Ils ont d'ailleurs gagné vendredi soir contre Ajaccio 3-7-2. Il nous le disait que c'était compliqué pour les clubs alors qu'ils sont clubs professionnels, ils sont clubs de haut niveau parce qu'eux ils n'ont pas de droit télé. Comme le handball où maintenant c'est un match sur 10, j'exagère, mais c'est l'équivalent d'un match sur 10 où on passe à la télé sur Beansport. Le basket, il n'y a que l'équipe qui a un match une fois tous les 8 jours. Donc il y a aussi peut-être ce problème-là pour les sports professionnels. Le foot, le rugby, on laisse de côté, il y a les droits TV, Canal+, et Téléfoot sont là. oui. Mais le reste, il y a une autre Mais difficulté. c'est le guichet. Le guichet prend une importance autre. En fait, il y a pratiquement que le foot, le tennis aussi, je pense, tient à peu près, mais qui vit effectivement de droits télé et de revenus qui sont pas impactés, qui ne sont pas impactés par la présence du public ou pas quoi. Alors que par exemple le rugby est obligé, notamment là, on en a discuté déjà. Par exemple, le Stade Toulousain faisait venir ses partenaires, parce que les partenaires doivent être récompensés parce que c'est eux qui soutiennent au maximum le club. À la fin de l'année. Exactement, et c'est pas forcément les droits télé qui donnent tout ça, voilà. Et il y a une grosse part aussi à la billetterie. Voilà, il y a une énorme part la à la buvette billetterie pour les clubs, dans pour les ces clubs, clubs-là. Au basket, on l'a vu, ils ont pratiquement donné leurs droits à l'équipe et ils les diffusent. Alors je sais pas ce qu'il y a exactement dessous, mais c'est des toutes petites sommes par rapport à ce que ça peut être pour diffuser la Jeep Elite. Donc c'est-à-dire que voilà, ça leur apporte rien du tout les droits télé et tout l'argent provient de leur sponsoring et effectivement de la billetterie. Donc c'est pour ça que ces championnats-là, même s'ils sont professionnels, vont souffrir et ils sont peut-être en danger effectivement. Est-ce qu'on peut parler de privilèges pour ces sportifs ? Je m'explique. Par exemple, pour le football, le rugby avec le Stade Toulousain ou le handball avec le Phoenix Toulouse Handball, ils sont européens. C'est-à-dire qu'on va interdire de ne quitter le territoire et le département. On n'y est pas encore. Sauf pour travailler, bien évidemment. Vous allez me dire, eux, ils travaillent, je vous entends. Mais est-ce qu'on peut parler de privilèges quand, par exemple, des clubs européens viennent en France et quand les clubs français vont en Europe ? Ouais, moi je trouve que oui, on peut parler de privilège parce que... Mais c'est un travail, par contre. Oui, c'est un travail, mais il faudrait une règle pour tout le monde. En fait, pourquoi on est obligé... Moi, je pense qu'il faudrait tout simplement que, d'accord, on est en état d'urgence sanitaire, on est en confinement en France, il faudrait tout simplement que tous les clubs qui viennent sur le territoire français soient soumis aux mêmes règles. C'est tout. Parce que on va pas s'adapter en fonction de la règle du pays qui vient dans un territoire. Il faut adapter ça au territoire, c'est tout. Marie, vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ? Oui, assez. Après, pour revenir, le rugby, le foot, c'est sûr qu'eux, ils vont s'en sortir mieux dans tous les cas, puisque surtout que là, pendant le confinement, ils vont assumer des revenus beaucoup plus importants en termes de droits TV. Enfin, les gens vont regarder le sport, quoi, en fait. Donc, c'est sûr que eux, ils vont s'en sortir. Après, Les Fiat, si ça dure un peu, vous allez regarder du curling, Mariquetta. Ouais, à force, on pourra faire des coups de cœur sur le curling, ça va être C'est fantastique. On a le droit, avec les attestations, de faire du sport. S'il vous manque des affaires de sport, des baskets, des survêtements, n'hésitez pas à aller chez notre partenaire Intersport à La Beige, à Roufiac, à Castres, à Cahors, à Purpan. Ils sont ouverts en ligne. Vous pouvez y aller en ligne. Je leur achèterai une très belle veste pour faire du vélo. C'est vrai. Mais malheureusement, je suis obligé de la revendre. Je l'ai sorti une fois, mais c'est tout. Vous pouvez aller
les récupérer au drive en commandant en ligne sur intersport.fr pour commander bien évidemment les tenues d'Intersport et pour commander les tenues de sport tout simplement. Merci messieurs, on va passer à notre invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invitée est la cadette de l'équipe de France de canoë-kayak. Marjorie Delassus va disputer l'été prochain ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo au Japon. Grosse expérience au niveau junior avec des titres européens et mondiaux. La Paloise nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Marjorie, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Qualifié pour les Jeux Olympiques dans la catégorie séiste. On va aller vite dans le sujet. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Et le C1, c'est du canoë. Ça fait partie des sports avec le kayak qu'on pratique en eau calme ou en eau vive. Moi, ce que je fais, c'est de l'eau vive, donc c'est du slalom. On va aller chercher à tourner autour des piquets dans le courant, en fait. Et on va devoir descendre le plus vite possible jusqu'en bas de la rivière. Vous avez parlé vous faites donc du canoë-kayak, mais il y a bien une différence entre le canoë et le kayak. Quelle est cette différence ? Et il y a différentes catégories, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ces différentes catégories, nous faire un large repère par rapport à ça ? Oui, effectivement, il y a 2 embarcations différentes. Donc, le canoë, premièrement, c'est celle que je vais pratiquer aux Jeux Olympiques. On est à genoux, en fait, dans le bateau, avec une pagaie simple. Donc, un peu comme les Indiens, on peut voir, par exemple. Et le kayak, on va être assis avec 2 pales de chaque côté, donc une pagaie où on va avancer des 2 côtés. Timothée Rouvière, une question d'un chroniqueur. Bonsoir Marjorie. Ouais. Bonjour. Comment c'est venu le canoë-kayak pour vous ? On sait qu'à Pau, il y a quand même une tradition de canoë-kayak, notamment avec Tony Estanguet. Est-ce que la situation géographique fait que vous avez été plongé dedans ou c'est autre chose ? Alors moi, j'ai débuté dans les Alpes, dans un petit club à La Plagne. Donc c'est vrai que là-bas, on faisait plutôt du ski à la base et j'ai découvert ce sport avec l'école. Et c'est vrai que j'ai accroché tout de suite avec ma sœur, donc on s'y est mis. Et j'ai déménagé à Pau par la suite, en fait, pour rentrer au Pôle Espoir. Donc vous avez tout testé justement par rapport aux différentes catégories. Comment d'ailleurs on se dirige vers une catégorie, c'est naturel ou vulgairement parlant, on va là où il y a de la place pour disputer les mondiaux, les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques, etc. De manière générale, on se découvre des habiletés dans l'un ou dans l'autre et on choisit ce qu'on préfère. Moi, c'est vrai que en l'occurrence, je pratique les 2, le kayak et le canoë, parce que j'ai jamais trop réussi à me décider. Mais de manière générale, les pagayeurs s'orientent dans l'une ou dans l'autre des embarcations. On l'a dit, vous êtes la cadette de l'équipe de France, mais avec un gros CV déjà en junior, notamment avec 3 titres de championne d'Europe chez les moins de 23 ans. Je dis junior, mais moins de 23 ans, bon, c'est un peu pareil, vous allez peut-être me le dire. Et championne du monde par équipe également chez les moins de 23 ans. On imagine que c'est des grands souvenirs et peut-être les meilleurs de votre début de carrière. Ouais, c'est vrai que... Donc juste pour revenir sur junior, c'est en fait moins de 18 ans. D'accord. Et ensuite, il y a la catégorie moins de 23 ans. Et c'est vrai que c'est des gros moments d'émotion. C'est vraiment que du bonheur de pouvoir vivre ça. Et c'est aussi pour ça que je m'entraîne toute l'année et que pour disputer des échéances comme celle-ci. Il y a beaucoup de stress, on imagine, à passer dans le monde professionnel, senior, on va dire au niveau au-dessus encore. Et confirmé, est-ce qu'il y a une appréhension par rapport à ça ? Il y a forcément un petit stress au départ parce que c'est vrai que le niveau... il est un peu différent, il est un peu plus relevé, on va dire. Je pense qu'en catégorie senior, on a moins le droit à l'erreur en termes d'engagement, de régularité sur l'eau. C'est vrai qu'il ne faut pas faire le moindre faux pas, mais je me suis entraînée pour ça et je pense que là, j'ai encore un peu de temps jusqu'à Tokyo pour m'y préparer avec mes entraîneurs, etc. On va en parler des Jeux Olympiques, bien évidemment, en fin d'interview à Tokyo du 23 juillet au 8 août prochain. Est-ce qu'on sait que, par exemple, pour les footballeurs, pour les rugbyman, on va dire pour les sports un peu plus médiatisés, on sait qu'il y a un suivi médicalisé, un suivi de nutrition par rapport aux sportifs. Est-ce que vous, à ce niveau-là, au niveau de l'équipe de France, j'imagine, mais en dehors de l'équipe de France, il y a quand même un suivi quotidien. On peut parler de professionnel, même s'il n'y a pas de statut, malheureusement. Ouais, bien sûr. Il faut faire un petit peu attention à tout. Donc c'est vrai qu'on a c'est là la grosse différence. C'est là la grosse différence entre le monde junior, le monde U23 au monde, même si U23 on peut toucher déjà le monde senior professionnel, j'ai envie de dire de très haut niveau. C'est là aussi la grosse différence en plus du niveau d'être vraiment presque irréprochable en dehors.
Ouais, effectivement, je pense qu'en senior, ça va passer par plein de petits détails et il faut pas laisser des choses au hasard. Donc c'est vrai qu'on va se concentrer sur la nutrition, par exemple. Avec le staff de l'équipe, on a un suivi en kiné, on voit des ostéos, on peut faire des protocoles de récup, toutes ces petites choses en fait qui vont nous permettre de devenir meilleurs et d'accéder à la plus belle performance, quoi. Il y a quelque chose de nouveau aussi quand on monte les échelons, l'âge, il y a les médias. Alors vous êtes avec nous dans Sportez-vous bien en direct ce soir. Mais ça aussi c'est peut-être nouveau pour vous. Quel œil vous portez aux médias, à parler aux médias, à parler à du monde devant un micro, devant des gens? Comment vous appréhendez ça? Ou pas d'ailleurs? Et ben, c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi, c'est mon premier direct ce soir avec vous. Mais je Vous pense commencez que bien, comme tout, ça il va va. falloir. Ouais, c'est vrai. Il va falloir apprendre à le gérer, mais enfin, pour moi, c'est quand même important de pouvoir donner une image aux médias. Et ça peut permettre aussi de développer un peu notre sport qui est pas très médiatisé. Ça donne de la visibilité, donc c'est vraiment bien et il faut que ça continue, quoi. Et ça permet aussi potentiellement, en plus des performances sportives, avoir une bonne image, avoir une bonne diction aux médias et tout, d'être présent sur les réseaux sociaux, la venue de sponsors aussi, peut-être. Ouais, il y a tout le côté de partenariat un peu derrière aussi. Et c'est vrai que au début, c'est pas facile, mais bon, petit à petit, je pense que ça va venir. Toujours Timothée Rouvière. Par rapport à la médiatisation, est-ce que vous avez l'impression que depuis ces dernières années, avec Tony Estanguet qui a été triple champion olympique, Denis Gargaud, est-ce que le canoë-kayak est plus médiatisé ou... Chez les filles, Jessica Fox aussi, voilà, aussi. la franco-australienne. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution depuis quelques années par rapport à ça? Eh ben, je peux dire que oui. Après, c'est peut-être aussi parce que je rentre un peu plus dans le milieu de la compétition, mais j'ai l'impression que mine de rien, le canoë-kayak est un peu plus sous le feu des projecteurs, on va dire, avec tous ces grands champions français qui font porter les couleurs pendant les Jeux, par exemple, ou pendant d'autres compétitions, quoi. Et en plus, c'est Tony Estanguet, ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça aussi, on imagine qu'à titre personnel, c'est un objectif. Mais avant Paris 2024, avant les JO 2024, il y a les JO 2020 en 2021, du 23 juillet au 8 août prochain. Ce sont vos premières Olympiades. Est-ce qu'on peut parler de rêves qui se réalisent l'été prochain? Oui, on peut complètement parler de rêve. C'est vrai que pour tous les sportifs, dès que tu commences un peu la compétition, quand tu es petit, tu vois les grands champions à la télé qui font les JO et c'est toujours quelque chose que tu as dans un coin de la tête. Donc forcément, pour moi, c'est l'aboutissement de toutes mes années de travail et c'est vraiment que du bonheur. Je suis super contente. Une question d'un autre chroniqueur, Marek Keta. Oui, bonsoir Marjorie. Bonsoir. Il y a une autre Béarnaise qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques, c'est Marie-Zélia Lafont. Elle a 11 ans de plus que vous, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est quoi votre relation avec elle? Est-ce que peut-être elle va vous accompagner un peu dans votre chemin jusqu'aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous avez un autre mentor aussi? C'est vrai que Marie-Zélia, elle est plus âgée que moi. Je crois qu'elle a 32 ans cette année. Et dans l'équipe olympique, il y a une super bonne ambiance et je pense que c'est vrai que c'est tous mes aînés et ils sont vraiment là pour m'épauler, pour me partager leur expérience. Et je pense qu'ils vont pas mal me guider dans cette expérience olympique. Les Jeux Olympiques ont lieu donc l'été prochain. Ils auraient dû avoir lieu l'été dernier. Est-ce que le report des Jeux Olympiques dû au coronavirus change beaucoup à titre personnel? Pour moi, c'est vrai que ça a un petit peu changé dans le fait que, en fait, c'était une super opportunité que les Jeux soient décalés, puisque j'ai eu plus de temps pour me préparer. Et de mon jeune âge, je n'aurais pas été forcément favorite il y a quelques mois de ça. Donc, j'ai eu plus de temps pour m'entraîner, pour progresser. Alors, on va dire que c'était un peu positif pour moi. Et le fait de se remettre physiquement au travail, psychologiquement se remettre dedans, ça pas été c'est pas un handicap? Même si, bon, il y a pire, on va dire, que de faire des Jeux Olympiques. Non, c'est pas un handicap parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'envie derrière. Et quand on a un objectif comme celui-ci à la clé, c'est sûr qu'on y va du bon pied, quoi. Et même avec le confinement, j'étais confinée sur Pau avec mes frères et sœurs qui font tous les 3 aussi du kayak à haut niveau. Donc on n'a pas arrêté de tout le confinement, on a pu se tirer vers le haut tous les 4, c'était bien. Il y a la Coupe du Monde à Pau du 6 au 8 novembre prochain. C'est à domicile pour vous? Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire, le fait de faire cette Coupe du Monde à domicile? En temps normal, je pense que oui, il y aurait eu une petite pression supplémentaire parce que c'est vrai que
qu'il y a du monde au bord, etc. Mais Oui. là, avec la crise sanitaire, le contexte, il est un peu particulier parce que cette course, elle va se dérouler à huis clos. Il y aura un peu moins de nations présentes, etc. Donc, ça va être un peu spécial, mais bon, on va quand même essayer de produire de la belle navigation pour aller chercher des médailles. On peut parler de dernier test grandeur nature avant les Jeux Olympiques? Ou est-ce qu'il y aura d'autres? Oui, ça va en faire partie, effectivement, même s'il y a encore quelques compétitions sur la saison 2021 qui vont nous permettre de se préparer pour les Jeux. Il y aura 2 Coupes du Monde, je crois, et les championnats d'Europe, donc ça servira aussi d'exercice, mais c'est vrai qu'elle en fait partie. Timothée Rouvière. Le fait de ne pas avoir de public, ça enlève vraiment quelque chose ou vous arrivez quand même à vous surpasser sur l'eau? Je pense que dans tous les cas, dans le start, on est bien focus sur nos points clés, sur nos points forts et ce qu'il faut faire avec le bateau pour être le plus rapide. Mais je pense que de ne pas avoir un speaker avec de la musique, du monde au bord, ça va changer un petit peu la donne, ouais. Pour terminer, Marjorie, les objectifs là pour déjà la Coupe du Monde le week-end prochain et les Jeux Olympiques, quels sont les objectifs? Mes objectifs, ça va être de me faire plaisir sur l'eau en essayant de mettre en place tout ce que j'ai prévu avec mes entraîneurs. Et le week-end prochain, je vais essayer d'aller chercher la médaille d'or. Et pour les Jeux, c'est pareil, je l'ai aussi dans un coin de la tête. Je vais déjà tout faire pour accéder à la finale et ensuite, forcément, on va aller essayer de viser la médaille. Merci beaucoup, Marjorie. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Bon courage pour la suite, bon courage pour le week-end prochain avec la Coupe du Monde à Pau. On en reparlera nous la semaine prochaine avec les résultats de Marjorie et de l'équipe de France bien évidemment. Et on parlera aussi de tout ce qui s'est passé sur le week-end prochain. Merci à vous, merci à Coraline et merci à Kevin à la réalisation. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram tout au long de la semaine. Merci à vous messieurs, on se retrouve lundi prochain dans Sportez-vous bien. À bientôt.